Carlier, directeur général, et Madame Selma Amimi, chargée de mission alimentation et développement durable à l'Association nationale des consommateurs et des usagers, de Monsieur Claude Ricot, vice-président du Conseil national des associations familiales laïques, accompagné de Madame Karine Vasse-Le-Temps, chargée du service juridique et consommation NAFAL. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Donc on va commencer du fond, voilà. Donc vous appuyez sur le micro pour qu'on vous entende bien. Voilà. Allez-y, madame. Qu'est-ce que... Je le jure. Je le jure. Voilà, merci. Je le jure. Merci. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci beaucoup. Et également, je dois vous demander si vous avez d'éventuels liens d'intérêt par rapport à l'objet de notre commission d'enquête. Donc, on va partir en sens inverse. Monsieur. Pas de lien d'intérêt. Aucun lien d'intérêt. Aucun lien d'intérêt. Aucun lien d'intérêt. Aucun lien d'intérêt. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Donc, mes chers collègues, notre après-midi d'audition se poursuit avec une table ronde d'associations de défense des consommateurs. Madame, monsieur, vous représentez des organisations au positionnement différent. Woodwash est une association spécialisée dans le secteur de l'alimentation, tandis que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie est une association de consommateurs plutôt généraliste. Quant à CNAFAL, c'est une association familiale. En tant qu'association de consommateurs et établissement public, recevez-vous fréquemment des plaintes ou des signalements de consommateurs concernant l'eau minérale naturelle? Pourriez-vous revenir sur la façon dont vous avez accueilli les révélations journalistiques concernant les pratiques des industriels des eaux minérales? Selon vous, l'encadrement réglementaire actuel des eaux embouteillées est-il satisfaisant? Avez-vous des recommandations à formuler, notamment au niveau de l'étiquetage? Voici quelques questions sur lesquelles notre rapporteur, maintenant qu'il est là, vous interrogera. Nous vous proposons de dérouler cette audition en 3 temps. Vous présenterez successivement votre travail et vos réflexions. Alors, comme vous êtes 3 structures, on va dire une dizaine de minutes chacun, ça fera 30 minutes. Puis après, notre rapporteur vous posera les questions qu'il souhaite. Et puis, bien sûr, également, nos collègues pourront vous poser d'autres questions. Donc, je vous laisse la parole. Alors, qui souhaite commencer? Est-ce que vous avez, entre vous êtes un peu entendu ou pas du tout ou... Comme vous voulez. Allez, je me lance. Allez-y, madame. Allumez bien le micro. Voilà. Non? Voilà, ça y est? C'est bon. Il faut le violenter un peu, on dirait le bouton. Merci beaucoup pour cette invitation. Nous sommes chez Foodwatch ravis d'être entendus et de votre intérêt pour cette question. Cette affaire remonte déjà à plus d'1 an, donc il est grand temps effectivement de faire la lumière sur cette affaire. Je m'appelle Ingrid Kragl, je suis directrice de l'information chez Foodwatch en France. J'ai créé le bureau en 2013 en France. Foodwatch, vous l'avez dit, est une association de défense des consommateurs. Nous sommes une association loi 1901 avec un angle spécifique dédié à l'alimentation sous tous ses aspects. L'étiquetage, mais aussi l'environnement, le commerce, plein d'aspects. Nous sommes une association agréée, ce qui veut dire que nous pouvons rester en justice. Nous sommes reconnus, donc association agréée par le Code de la consommation. Nous sommes totalement indépendants. Ça veut dire qu'on refuse toute subvention publique. On ne reçoit absolument pas d'argent public, pas de financement et bien sûr pas d'argent de l'industrie agroalimentaire. Donc nous sommes uniquement financés par les citoyens, donc les consommateurs. Foodwatch existe depuis 2002, donc nous avons acquis une longue expertise sur les questions d'alimentation. 2002, pourquoi? Eh bien, vous vous souvenez peut-être que début des années 2000, on a connu une terrible affaire sanitaire qui était le scandale de la vache folle. Et on s'est rendu compte à cette occasion, le fondateur de Foodwatch était l'ancien numéro 1 de Greenpeace International, s'est rendu compte
que dans le domaine alimentaire, il n'y avait pas de contre-pouvoir au niveau européen. Or, les lobbies, on le sait, de l'agroalimentaire sont extrêmement puissants. Donc, il manquait une organisation équivalente à Greenpeace sur la question de l'alimentation. Donc, on n'a rien à voir avec Greenpeace, mais notre ADN d'indépendance est d'être un peu le watchdog, comme on dit en anglais, donc de surveiller les pratiques de l'industrie et de veiller à l'intérêt général surtout, est vraiment au cœur de notre mission. Donc, notre mission, c'est ça. C'est se battre pour une alimentation sans risque, saine et abordable pour toutes et tous, et évidemment qui ne nuise ni à la santé, mais pas non plus à l'environnement. On a 435 000 personnes en France qui sont abonnées à nos newsletters gratuites, 1 million de personnes au niveau de l'Europe. On a des bureaux à Berlin, Amsterdam, Vienne, Bruxelles et Paris, comme je vous l'ai dit. Donc voilà un petit peu pour qui nous sommes. Alors, nos outils, c'est ce qu'on appelle le name and shame. Nous n'hésitons pas, après avoir documenté, parce qu'on s'appuie toujours sur le droit qui est essentiellement européen en matière alimentaire, à documenter nos sujets. Le name and shame, on n'hésite pas à désigner ce qui nous semble être défaillant au niveau des responsabilités, tant du côté des acteurs économiques que politiques. On est absolument indépendant de tout parti politique, je tiens à le souligner. En fait, on n'est affilié à aucun mouvement politique, à coquiner à qui que ce soit. Donc, on veille vraiment à l'intérêt général de manière très large. Et on est ravis, en fait, que cette commission soit transpartisane. Et je souligne la présence de Madame Gull. On a eu le plaisir d'échanger dans le cadre de sa mission. Donc, je suis vraiment ravie que plusieurs partis s'intéressent à l'affaire, parce que finalement, les consommateurs n'ont pas d'étiquette politique et tous consomment ces eaux en bouteille. Tous et toutes. Voilà pour qui nous sommes. Ensuite, l'affaire des eaux en bouteille nous a occupés et préoccupés dès le premier jour des révélations il y a 1 an. Mais je ne sais pas si vous voulez d'abord que toutes les organisations se présentent ou si vous voulez que je développe. Continuez. Je continue tout ce qu'on a fait. Le micro est coupé. Essayez de... Parce que c'est surtout pour que puisque comme en plus, c'est une audition qui est retransmise sur le site du Sénat, comme vous entendez nos bien. Premières actions sur la question des eaux en bouteille chez Foodwatch, en fait, elle a été immédiate, puisque dès les premières révélations dans la presse, on a été sollicité pour réagir parce qu'on est bien identifié par la presse qui relaie régulièrement nos enquêtes comme des experts sur toutes les questions liées à l'alimentation et aux boissons. Et de fait, immédiatement, on a compris qu'on était quand même face à une situation où de graves infractions semblaient avoir été commises. On a très vite recoupé parce qu'on est assez bien informé, on a un bon réseau, nos informations, et tout de suite dans la presse, dans les médias, dès le matin, sur France Info, et ensuite on a eu de cesse de commenter dans la presse. On a tout de suite réagi sur les infractions qui nous semblaient avoir été commises, sur l'opacité, puisqu'on a tout de suite réalisé que l'affaire remontait à quelques années. Et on a très rapidement questionné la responsabilité de l'État, parce qu'on avait constaté que si les journalistes n'avaient pas révélé cette affaire, on n'aurait jamais eu connaissance de ce cas, de ce scandale. Je ne vais pas revenir sur le scandale des révélations, je pense que vous l'avez certainement développé. Ce qui nous intéresserait, c'est est-ce que vous avez reçu ou des personnes ou des signalements ou des plaintes de consommateurs à ce sujet-là? Alors oui. Évidemment, chaque fois qu'on est dans la presse, et en général sur ce genre de cas, de scandale, parce qu'on a très très vite pointé du doigt et identifié les infractions, comme on est assez vocal, on a rapidement le téléphone et le mail qui s'emballent. On a énormément de gens qui nous ont contactés. Vous le savez, les eaux en bouteille sont très utilisées notamment par les parents pour remplir les biberons. Donc il y a eu un petit vent de panique quand même. Je vous l'ai dit, on a 435 000 personnes abonnées à notre newsletter. On est dans les grands médias en général sur les chaînes prime time. Donc oui, ça s'est très très vite emballé. Alors nous, on a tout de suite refusé de... Vous le savez, c'est la justice qui devra établir les responsabilités. On a tout de suite refusé de crier au loup en disant « vous allez être malade, vous allez mourir, c'est grave ». En fait, on n'en savait rien. Par contre, et on l'a vu après au fil de l'eau, si je peux me permettre, des révélations, on les a même mis au compte-gouttes, les révélations. On s'est rendu compte qu'en vrai... En réalité, on ne sait pas si le risque sanitaire est totalement écarté. Et ça, on se devait de le dire quand même aux consommateurs. Même aujourd'hui, le risque sanitaire
on n'est toujours pas au clair, en fait, sur ce qui s'est passé. Donc, énormément de gens ont voulu porter plainte avec nous. Notre première plainte a été au pénal dès février, donc très, très vite après les révélations. Vous savez, je vais y revenir après dans le détail, une CJIP, une convention judiciaire d'intérêt public a été scellée au tribunal d'Épinal qui a mis fin aux premières poursuites pénales, en tout cas à l'encontre de Nestlé en juin. On a redéposé deux plaintes avec constitution de partie civile en septembre, qui visent à la fois Nestlé, le groupe Alma, mais évidemment questionnent les responsabilités de l'État. Donc oui, les consommateurs étaient affolés. Beaucoup veulent porter plainte avec nous, notamment sur les dernières plaintes de constitution de partie civile. Voilà pour nos premières actions. Très vite, comme on épinglait ou qu'on questionnait les responsabilités de l'État et qu'on s'est heurté à un mur de silence, un silence assez assourdissant quand même sur cette affaire, on a très très vite sollicité la Commission européenne parce qu'il était évident qu'on était face à des infractions à la directive eau. Les eaux en bouteille sont très très bien encadrées par une directive qui date de 2009 et là clairement le compte n'y était pas. Et je vais y revenir ensuite. Très, très, très rapidement, notre courrier date donc de mi-février. Très rapidement, la Commission européenne a abondé dans notre sens. Sur le manque d'information des consommateurs, sur ce que l'État français aurait dû faire, on a demandé dans ce courrier immédiatement dès février à la fois que la Commission européenne vérifie l'application du droit par la France. On a demandé un audit, je le souligne, parce que l'audit européen dont vous avez beaucoup débattu ici, eh bien, en fait, il est parti de notre courrier, de notre demande pressante dès février. Et on a demandé un SCOPAF, c'est l'acronyme pour dire qu'il s'agit d'une réunion au niveau européen qui rassemble les États membres, puisqu'évidemment, malgré le fait que toutes ces bouteilles qui étaient non conformes aient été commercialisées en France, eh bien, il fallait quand même souligner que toutes ces bouteilles sont parties en Europe et dans le monde, et aucun État membre n'avait été informé, et pas même la Commission européenne que nous avons rencontrée et avec qui nous avons à de nombreuses reprises échangé. Voilà, j'ai essayé de vous faire une chronologie accélérée, mais on a été très 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 actifs sur ce dossier. La CJIP, j'y reviendrai ensuite. Le rapporteur va vous poser des questions, comme ça vous pourrez approfondir votre réflexion. Qui veut prendre? Allez-y, monsieur Lambé. Voilà, Selma prendra la parole sur vraiment l'aspect de cette affaire et des eaux en bouteille. Simplement dire, bon, la CLCV est une association de défense des consommateurs, donc généraliste effectivement, en réseau, puisqu'on est raisonnablement présent dans une 60aine de départements. Alors, entre autres sur l'alimentation, entre autres sur l'eau. L'eau était un vieux sujet à la CLCV, plutôt orienté sur la défense de l'eau potable. À la fois sur le prix qui est fait par les collectivités locales, sur défendre le problème de la dégradation de la ressource, et puis défendre l'eau potable comme concept. C'est très important pour nous. Et pour vous dire, je suis toujours émerveillé par le fait qu'il y a encore beaucoup de nos associations locales qui organisent des bars à eau sur les marchés, dans les choses comme ça, des bars à eau potable pour faire la promotion de l'eau du robinet. Alors par ailleurs, au niveau national, la CLCV a aussi pris un tournant important dans les actions en justice, la pratique contentieuse. On faisait 3 actions en justice par an il y a 8 ans. Aujourd'hui, on en fait 20 par an. On a rendu public deux accords amiables sur les actions de groupe, sur les sujets qui n'ont rien à voir, bancaires et sur la crise de l'énergie il y a 15 jours. Donc, on a maintenant une activité contentieuse qui est importante. Alors évidemment, je dis parce que là, on est sur des cas supposés de tromperie. Selma évoquera ce qu'on a commencé à faire là pour ce cas. Et puis, pour vous illustrer, on a aussi, sur le sujet de l'eau des eaux en bouteille, une procédure en cours contre Volvic, cette fois sur les allégations environnementales, puisque Volvic allègue que leur eau est à la fois neutre en carbone et 100% recyclable. Donc on a porté plainte pour pratique commerciale trompeuse, et l'affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Je finirai moi mon propos, puis après Selma prend la parole. C'est simplement pour vous dire, nous, ce qu'on constate, la mise en perspective, c'est par rapport à l'eau du robinet. On n'a jamais eu de la part des pouvoirs publics français, c'est-à-dire de l'État, je ne parle pas des collectivités locales, des campagnes de promotion de l'eau du robinet, qui est quand même la grande solution universelle et écologique. On ne l'a jamais eu, ils n'ont jamais fait cette promotion. Et ils ont aussi toujours laissé finalement prospérer une dichotomie assez française, qui est que les eaux en bouteille, c'est mieux que l'eau du robinet.
Ils ont toujours laissé prospérer cette dichotomie. Quand il y a eu la problématique écologique qui est arrivée, avec la problématique plastique notamment, ils ont envisagé des solutions. Je pense notamment à tout ce qui était consigne plastique à des fins de recyclage, qui partait pour une part d'une bonne volonté, mais pour d'autre part, il s'agissait finalement de sauver les meubles des eaux en bouteille qui représentent la moitié des 10 milliards de bouteilles par an en France. Donc il y a quand même globalement quelque chose qui est assez franco-français autour de défendre l'écosystème des eaux en bouteille, notamment relative aux eaux robinet. Alors quand ces affaires sont sorties, on n'était pas si surpris que ça. C'est qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de différence entre eau en bouteille et eau du robinet. Ça, Selma va le développer. Mais par ailleurs, c'est surtout que on se rend compte en fait qu'on a laissé prospérer cette dichotomie entre une eau qui est plus protégée qu'une autre, ou qui serait plus pure qu'une autre, alors que ce n'était pas vrai. Et là, c'est vrai que ça a constitué un choc. Je vais apporter donc des éléments complémentaires et revenir un peu sur le sujet spécifique des eaux minérales en bouteille et du scandale. Donc, pour vous rappeler un peu, donc ça fait 1 an à 1 jour près, fin janvier 2024, que les consommateurs découvraient un nouveau scandale alimentaire, donc le fameux scandale des eaux en bouteille traitées, qui a été révélé notamment par la presse. Donc, certaines eaux vendues en bouteille sous la dénomination eau minérale naturelle et eau de source auraient ainsi subi des traitements non conformes à la réglementation. Donc ces traitements remettent notamment en cause les désignations commerciales employées. Pourtant, c'est important quand même de le rappeler, la réglementation, elle est très claire. Si je cite la définition d'une eau minérale naturelle, c'est une eau microbiologiquement saine, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d'une source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forêts. Elle se distingue de l'eau de boisson par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments et par sa pureté originelle. Il est également noté dans cette définition qu'elle doit être tenue à l'abri de tout risque de pollution. Donc, nous avons bien sûr été surpris par ces révélations dans la presse et d'autant plus surpris par le constat qui est fait dans le rapport de l'IGAS notamment, sur lequel on s'appuie pas mal. Et ce rapport de l'IGAS indique notamment que 30% des eaux conditionnées en France font l'objet de traitements non conformes à la réglementation. Et il est également indiqué que cette proportion serait sans doute sous-estimée. Donc déjà là, on peut se poser la question de savoir qu'en est-il du pourcentage qui n'est a priori pas concerné. Est-ce qu'il y a vraiment une absence de traitement pour ces eaux-là qui ne sont pas mentionnées parmi les 30%. Donc ça, c'est déjà un premier constat. Nous apprenons également, en tout cas les éléments à disposition que nous avons indiquent notamment que le groupe Nestlé Waters aurait volontairement dissimulé justement ces traitements de façon à ce que les autorités de contrôle ne puissent même pas voir ces traitements-là. Donc ça nous pose également c'est assez préoccupant. Et nous pouvons également rappeler que ces eaux vendues en bouteille sont vendues plus cher que l'eau du robinet. Donc c'est également pour ça qu'on a porté plainte contre X en octobre dernier pour tromperie et pratiques commerciales trompeuses. Donc voilà déjà pour ces premiers éléments. Un autre élément assez surprenant, c'est justement la connaissance de l'État par rapport à ces pratiques trompeuses. Comme indiqué dans le rapport de l'IGAS, une nouvelle fois on s'appuie vraiment sur ce rapport-là et ce qui a été dit, une ressource dont la qualité n'est pas conforme aux dispositions réglementaires n'a pas vocation à être exploitée à des fins de production d'eau minérale naturelle ou d'eau de source. Elle peut en revanche être utilisée pour la production d'eau rendue potable par traitement. Donc autrement dit, finalement, si la ressource elle est polluée, elle est contaminée et qu'elle ne peut être traitée par désinfection puisque c'est interdit par la réglementation, elle ne devrait pas se retrouver dans une bouteille, tout simplement être vendue plus cher que l'eau du robinet et avoir une dénomination telle qu'eau minérale naturelle ou eau de source. Donc nous regrettons, on va dire, l'inaction à ce niveau-là des pouvoirs publics et de l'État
en tout cas à court terme, pour justement informer les consommateurs de cette tromperie qui a eu lieu. Et on aurait pu espérer que la production soit suspendue pour ces eaux en bouteille concernées, ou bien qu'elle soit, je ne sais pas si on peut vraiment parler de déclassement, mais qu'elle soit déclassée en tout cas en eau de boisson ou en eau rendue potable par traitement. Donc ça, c'est un point assez... Qui nous alerte, et on aurait souhaité plus d'action à ce niveau, en tout cas à court terme. Nous souhaitons également parler d'un point important, cette notion de microfiltration qui nous semble assez floue, puisque finalement on parle de seuil de coupure autorisé qui varie, on parle de 0,8 microns, de 0,45 microns et même de 0,2 microns. Pourtant, également d'après le rapport de l'IGAS, cette pratique de microfiltration pourrait être perçue comme une fausse sécurisation, la littérature scientifique indiquant que même un seuil de 0,2 microns ne peut être considéré comme un mécanisme de suppression de toute flore, notamment virale. Donc la question qu'on s'est posée en tout cas, c'est est-ce que le risque sanitaire a-t-il été vraiment maîtrisé et qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ces traitements continuent d'être utilisés? Est-ce que le seuil de 0,2 microns est utilisé? Et ça, c'est quand même une préoccupation assez importante de la part des consommateurs qui demandent, en fait, est-ce qu'il y a un risque sanitaire par rapport à ces traitements non conformes? Et on se rend compte que il n'y a pas vraiment de... C'est pas clair, en fait. Il y a vraiment un flou à ce niveau-là et il nous semble important que ce soit clarifié. Donc si maintenant je parle d'un dernier élément qui nous semble aussi important, c'est qu'au-delà de la problématique de la tromperie pour les consommateurs, de ce flou au niveau de l'utilisation des filtres, on se rend compte que c'est finalement le concept même d'eau minérale naturelle qui peut être remis en cause, dans la mesure où les sources qui devraient être protégées ne le sont pas, ou plus en tout cas. Il y a quand même une réalité, une conscience qui indique que les sources sont contaminées, sont polluées. Et cette affaire, elle est révélatrice d'une problématique croissante qui concerne globalement la qualité de l'eau, en fait, en général, de façon globale. Donc effectivement, il y a une réelle nécessité de protéger, bien sûr, cette ressource. Mais on se rend compte que est-ce que l'utilisation des traitements à des fins de désinfection, elle semble presque aujourd'hui inévitable, puisqu'a priori, ce qui est indiqué dans ce que sous-entend, on va dire, le rapport de l'IGAS, c'est que l'ensemble des minéraliers seraient concernés. Donc finalement, une eau minérale naturelle, est-ce qu'elle doit continuer à être appelée une eau minérale naturelle? Puisque normalement, dans la réglementation, il y a cette notion de pureté originelle. C'est notamment une des questions que vous nous avez posées. Quelle est notre vision par rapport à cette pureté originelle? Eh bien, dans l'idée qu'ont les consommateurs, c'est qu'il y a vraiment une qualité, que la ressource, finalement, elle est pure. Il n'y a pas de pollution, en fait. Donc, il nous semble vraiment qu'il y a une incohérence par rapport au traitement utilisé et cette notion, cette dénomination qui est autorisée. Donc, si ça vous dérange, parce que je suis un peu le maître du temps. Oui, pardon. Et comme je vois aussi l'impatience du rapporteur de vous poser les questions, donc peut-être qu'on va passer à la troisième, par M. Ricot, et puis après le rapporteur posera des questions et vous pourrez revenir sur vos explications sans problème. Monsieur Ricot, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci et merci de nous avoir invités. Alors, le CNAFAL, vous avez dit, Monsieur le Président, que c'est une association familiale, mais pas que. Elle est généraliste dans le domaine de la consommation. Elle a une transversalité. Parlez bien dans le micro parce que par rapport à nos internautes qui vous entendent. Excusez-moi. D'accord. Est-ce qu'on m'entend? Bon, voilà. Je ne vais pas répéter, Monsieur le Président. Donc, c'est une association généraliste qui a des agréments santé. Elle est donc dans la transversalité, donc santé, environnement, consommation. Ça nous permet effectivement d'avoir une vue, non pas silo, mais une vue généraliste sur les problèmes. Alors, c'est une association qui défend aussi des valeurs, la laïcité. Et la laïcité, on la retrouve effectivement dans l'alimentation et dans tous les autres domaines. Alors, c'est une association qui est indépendante,
même si elle reçoit des subventions de l'État, et nous en sommes très fiers, parce que ça nous permet d'éviter le mécénat et l'indépendance pour nous, associations de consommateurs, du moins pour les plus anciennes, puisque nous avons quand même 40 ans d'agrément consommation. Je pense que c'est un intérêt d'être dépendant, à la limite, d'être dépendant de l'État, mais d'être dépendant de l'État, c'est aussi afficher une forme d'indépendance. Alors, pour le CNAFAL, donc 40 ans d'agrément. En ce qui nous concerne, nous avons à peu près une cinquantaine de représentations, l'ANSES. Moi-même, je suis membre du Conseil national de la consommation, membre du Conseil national de l'alimentation. Et puis, nous avons aussi un lien avec France Nature Environnement, puisque un de nos administrateurs est au conseil d'administration de FNE. Donc, cette vue transversale nous permet effectivement de ne pas être étonnés de ce scandale. Alors, pour être très transparent, mais ce n'est pas un conflit d'intérêt, je suis un ancien inspecteur de la concurrence, consommation et la répression des fraudes. J'ai pris ma retraite déjà depuis, quand même, 8 ans. Donc voilà, et ça me donne à la fois une vue de l'intérieur, de l'administration, mais également une vue de bénévole en ce qui concerne la consommation. Alors, en ce qui nous concerne, je rejoins notre collègue de la CLCV. Nous considérons, nous, qu'il y a des biens communs. Il y a des biens communs, la santé, l'eau notamment, et je te rejoins, l'eau du robinet. Et je regrette, comme beaucoup d'associations, qu'effectivement, on fasse plus de promotion de l'eau en bouteille. Alors effectivement, on n'est pas du tout dans le même combat, parce que les associations qui voudraient promouvoir l'eau du robinet, je regrette, mais on n'aura pas un montant de subvention qui nous permettrait effectivement de solliciter les médias. Alors, en parlant de subventions, je me permettrai, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, de préciser que les subventions des associations de consommateurs, qui jouent un rôle primordial dans la vie de nos concitoyens et dans la consommation, ont toujours été en baisse. On se retrouve pour les 15 associations de consommateurs, même pas avec 3 millions d'euros. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, on est toujours on est dans des contre-pouvoirs, et le contre-pouvoir, quand nous pensons que les aides accordées aux entreprises, aides directes et indirectes, sont de 160 milliards à 200 milliards, je suis au regret de vous dire que le combat est très déséquilibré. Alors je dis combat déséquilibré, pourquoi ? Parce que nous sommes spécialisés dans les clauses abusives, et nous avons, sur les clauses abusives, nous avons engagé une action contre le Chronopost. Il y avait 6 clauses abusives dans 1 million de contrats, et donc les services de l'État n'avaient absolument rien fait, et nous l'avons fait. En ce moment, nous sommes partis également sur une autre multinationale, pour l'instant je tairai le nom, également en référé, il y avait quand même 7 clauses abusives. Donc en face de nous, je dois dire que nous avions en face de nous un cabinet d'avocats avec 3 avocats, et en ce qui nous concerne, nous avions un autre juriste, avocat, qui nous a défendus. Donc voilà, le déséquilibre est là. Alors sur l'eau du robinet, nous défendons l'eau du robinet d'une part, parce que les analyses, et je rejoins également la CLCV, les analyses notamment des nanos de particules de plastique, on les retrouve plus dans l'eau embouteillée que dans l'eau du robinet. Et je crois que la proportion est de 4 sur 97. Je ne suis pas un grand scientifique, c'est de l'ordre de cela. Donc, à la limite, pour défendre les collectivités territoriales qui ont le grand mérite d'apporter de l'eau à nos concitoyens, il serait heureux que les politiques s'intéressent plutôt à l'eau du robinet que l'eau en bouteille, qui, si on fait le bilan carbone, le bilan énergétique et la pollution que l'on retrouve dans ces bouteilles plastiques ou en bouteille, je pense que là-dessus, ça serait peut-être une bonne réflexion. Moi, ce que je souhaiterais, si nous avons le temps, c'était la critique de la procédure de la CJIP. Alors, pourquoi je critique la CJIP, la Convention judiciaire d'intérêt public ? Alors, je vais aller au plus direct. Normalement, la CJIP, c'est une transaction avec les multinationales, mais maintenant, c'est rentré, c'est devenu du commun.
Ce qui fait qu'en fait, les associations de consommateurs peuvent s'y coller si elles ont le temps encore de se coller à la procédure et en déposant une plainte. Mais en fait, dans cette CJCP, les victimes qui sont les consommateurs, finalement, se retrouvent lésées. D'autre part, nous avons regardé normalement sur ces amendes, on s'est retrouvé même pas avec 1% de leur chiffre d'affaires, alors que effectivement le magistrat et le procureur auraient pu appliquer jusqu'à 30%. Nous, on aurait été plus heureux qu'il y ait effectivement un procès public qui aurait permis quand même d'être plus transparent sur tout ce qui s'est passé. Et dans le procès public, les magistrats auraient pu aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel et mondial. Je parle sous réserve de mes collègues. Donc voilà. Alors ensuite, le troisième point, ça serait d'évoquer peut-être pour quelles raisons il y a des carences des services de l'État. Enfin, je me permets de rappeler que la DGCCRF a perdu en 15 ans la moitié de ses effectifs et que faire plus avec moins, ça me paraît difficile, d'autant quand on est une administration très large que j'ai toujours défendue et que je défends. Voilà. Et puis après, pour les solutions, je crois que on partirait plutôt sur l'eau du robinet, qui est une très bonne eau de qualité, même s'il faut toujours la surveiller. Voilà, merci beaucoup et je laisse tout de suite la parole à notre rapporteur qui va vous poser diverses questions. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous de votre présence. Peut-être des questions en lien direct avec ce qui nous concerne. Et en effet, les vertus de l'eau du robinet ne sont pas du tout questionnées dans cette commission, mais on s'intéresse au scandale des eaux embouteillées et donc et au contrôle public qui est afférent. Et donc mes questions, elles porteront davantage évidemment sur ce versant du sujet. Peut-être d'abord une première question pour Foodwatch. Madame Craiol, vous avez, je crois, refusé d'entrer dans le mécanisme de la CJIP, contrairement à d'autres associations environnementales d'ailleurs qu'on a pu entendre ce matin. Cet après-midi, excusez-moi. Et donc, je voulais savoir un petit peu ce qui avait motivé votre décision et quel regard vous portez sur les conclusions de cette CJIP, s'il vous plaît. Oui, à ma connaissance, nous sommes les seuls à avoir refusé cette CJIP qui consistait, n'ayons pas peur des mots, à accepter que Nestlé sorte le chéquier et qu'on mette l'affaire sous le tapis. Donc, pour nous, il n'en était pas question. Je rappelle... Excusez-moi, je dis juste, en effet, le président a raison, CJ, pour ceux qui nous écoutent, c'est Convention judiciaire d'intérêt public. Je précise que cet arrangement, appelons-le comme ça, qui est prévu par le droit français, qui est quand même quelque chose d'assez particulier, s'applique au droit de l'environnement. Et je vais y revenir après, parce que c'est très important, parce qu'il y avait d'autres associations qui ont été impliquées dans cette CJIP et qui avaient il y avait toute légitimité à discuter de cette CJIP avec ces associations spécifiquement sur l'environnement, ce qui n'était pas notre cas. Je rappelle, on a porté plainte au pénal en février. Je suis experte de la fraude alimentaire. J'ai oublié de le dire en introduction, mais ça fait 13 ans que je travaille chez Foodwatch. J'ai publié une enquête de 400 pages sur la fraude alimentaire, et donc ça comprend aussi les boissons. Une enquête européenne qui est parue chez Robert Laffont en 2021. 4 critères pour la fraude, pour parler de fraude, parce qu'ici on va parler beaucoup de tromperie, mais en fait c'est une fraude. Pourquoi ? Parce que 1, il y a infraction à la réglementation, on l'a dit, la directive européenne. 2, il y a tromperie, effectivement, des consommateurs qui pensaient acheter de l'eau pure, de sources minérales, naturelles, etc. Bon, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. 3, il y a eu un gain économique pour les opérateurs qui ont triché. Et 4, le quatrième, je l'oublie toujours, intentionnalité. Évidemment, ce n'est pas par hasard ce qui s'est passé. En fait, ils étaient très, très conscients. La preuve, c'est qu'ils sont prêts à aller faire leur mea culpa dans les ministères. Donc, on parle bien de fraude caractérisée. Je le rappelle parce que c'était déjà dans notre plainte au pénal dès février. Ce qui s'est passé, rien, en fait, jusqu'en juin. Notre plainte donc, est déposée à Paris en février. Et en juin, notre avocat reçoit un courrier du tribunal d'Épinal qui nous propose de chiffrer le préjudice subi. Voilà. Donc on est sur le Grand Est, donc dans les Vosges. Notre plainte, je le rappelle, ciblait Nestlé, mais toutes les sources Nestlé, toutes les marques, tous les produits, toutes leurs pratiques en France, mais à l'international, ciblait le groupe Alma et questionnait la responsabilité de l'État. Donc on se retrouve là
avec un courrier émanant d'Épinal nous disant bon, bah voilà, combien voulez-vous ? Et puis on n'en parle plus. On n'en parle plus. Pourquoi ? Parce que cette procédure, cette CEGIP, qui est prévue normalement pour, je le rappelle, trouver un accord sur des infractions au Code de l'environnement, n'est pas du tout prévue pour répondre à des questions qui touchent au Code de la consommation, au Code de la santé publique. Donc on nous proposait quelque chose... Elles ont été rattachées, ces infractions ont été rattachées dans le cadre de la CEGIP, au Code... Enfin, les infractions ont été mentionnées dans la CEGIP, mais sous une forme de rattachement par rapport à ce qui... On nous a parlé de connexivité, selon nous, ça ne concerne pas du tout, et c'est pas comme ça que ça a été rédigé la CEGIP. D'ailleurs, on a reçu le soutien d'associations qui ont travaillé à l'élaboration de ces textes sur la CEGIP. Je pense notamment à Transparency, qui trouve que c'est absolument une ineptie que cette CEGIP ait pu être proposée dans un cadre d'infraction au Code de la conso et de la santé publique. Et quand vous disiez, on nous a demandé combien vous voulez, est-ce que vous pouvez juste revenir sur la manière dont les choses se sont déroulées ? Est-ce que vous avez eu un entretien, une rencontre avec le procureur ? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le processus ? Avec plaisir. Ça ne s'est pas passé comme ça. Notre avocat a reçu un courrier en juin. Alors évidemment, il a certainement décroché son téléphone pour comprendre, en fait. Et puis, il faut le savoir, quand on reçoit ce genre de courrier, on a un laps de temps très limité pour faire une réponse. Donc, on est un petit peu pris à la gorge, n'ayons pas peur des mots. On ne l'a pas vu venir. On ne l'a sincèrement pas vu venir. Parce que pour nous, il était impensable, en fait, qu'on veuille... dans une cour dans les Vosges, mettre l'affaire sous le tapis, parce qu'il faut savoir que la conclusion de cette CEGIP, déjà, on ne peut pas la refuser. Il faut le savoir. Quand vous recevez ce courrier, il n'y a pas de pirouette, il n'y a pas de marge de manœuvre, en fait. Vous l'acceptez ou vous en sortez, tout simplement. Il n'y a pas de négociation. On ne peut pas dire, oui, mais attendez, non. En fait, on vous envoie un courrier, vous avez un laps de temps très limité pour répondre, et c'est ce qu'on a fait avec notre avocat, en déclinant, en leur disant, mais non, en fait, il est hors de question que Nestlé échappe aux poursuites pénales, parce que c'est ça, le résultat d'une CEGIP, c'est ça. Ça lui permet d'échapper à des poursuites pénales. Pourquoi ? Parce que cette affaire concerne aussi, je le rappelle par exemple, des sources dans le Gard, à l'échelle internationale également, et puis ça lui permettait d'échapper à ses responsabilités. Donc pour nous, il était hors de question, et donc on a refusé l'argent Nestlé. C'est la raison pour laquelle, quand en septembre, notre courrier de juin qu'on a fait en réponse donc au tribunal disait « Écoutez, nous vous invitons à ne pas homologuer cette CEGIP pour les raisons que je viens d'évoquer. Si c'est utile, je pense que notre avocat acceptera qu'on vous communique le courrier et nos arguments, évidemment légaux. » Eh bien, en fait, ça a eu comme effet qu'on n'en fasse pas partie. Donc, nous n'étions pas à Épinal en septembre et voilà, tout simplement, elle a eu lieu. Comme je vous le disais, il n'y a pas de marge de manœuvre, elle a quand même eu lieu. C'est la raison pour laquelle, dans la foulée, on a redéposé plainte, cette fois avec constitution de partie civile. Et est-ce que vous avez contesté cette homologation, on l'a contesté dès juin, en fait, dans le courrier qu'on a reçu. Je veux dire, après que l'homologation ait eu lieu, est-ce que vous avez attaqué l'homologation ? Enfin, est-ce que vous avez attaqué... Vous ne pouvez pas l'attaquer, en fait. Il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est ce que je soulignais. Donc c'est indérogeable, en fait, c'est insusceptible de recours. C'est ça. C'est ça que vous dites. C'est ça, en fait. Elle vous est imposée. Il y a zéro marge de manœuvre. Et ce qui est assez fou, puisqu'en fait, je le souligne, elle ne s'applique pas du tout au Code de la consommation ni au Code de la santé publique. Je le souligne, elle s'applique uniquement aux infractions du Code de l'environnement, ce qui n'avait pas de sens pour nous et ce qui était très commode, évidemment, pour Nestlé. Et on y reviendra ensuite. Ils s'en sont tirés, selon nous, à très bon compte. Là, c'est la raison pour laquelle on a contre-attaqué cette fois avec constitution de partie civile, avec les 2 plaintes de février. D'accord. Et sur les plaintes que vous avez déposées qui concernaient Nestlé et le source Alma, vous pouvez nous dire ce que contenaient ces plaintes, c'est-à-dire les infractions que vous visiez, et nous dire quelles ont été les... Où est-ce que vous en êtes, à la fois côté Nestlé et à la fois côté Alma, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que je revienne d'abord sur les infractions que nous avions listées dans la plainte pénale qui a fini à Épinal Est-ce qu'elles sont les mêmes que celles qui a été redéposées ou Alors, celle de février, c'est une plainte contre X au pénal qui visait à la fois le groupe Alma, Nestlé et les autorités publiques. Celle de septembre, donc, n'est plus au pénal, elle est avec constitution de partie civile. Il y en a 2, une qui vise source Alma et la responsabilité des autorités publiques, et l'autre vise Nestlé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, avec constitution de partie civile, et entre-temps, puisqu'il y a quand même quelques mois qui sont écoulés, on a en plus, chez Foodwatch, amassé pas mal de preuves supplémentaires avec d'autres faits assez accablants. Alors, où nous en sommes, et après je vous listerai les infractions, où nous en sommes, eh bien, nous... De préciser, parce que comme on est regardé par, à la France entière, par le monde, que nous, personnellement, on ne pourra pas évoquer la plainte de constitution de partie civile qui est déposée
auprès du tribunal de Paris parce qu'il y a séparation des fonctions entre le judiciaire et la commission d'enquête. Donc, vous en parlez, c'est votre choix, mais nous, on ne pourra pas l'évoquer. Voilà, on est contraint à cela. Je permets de le dire pour qu'on soit bien clair devant tout le monde. Voilà. En revanche, je sais pouvoir vous dire qu'un juge d'instruction a été désigné, un juge d'instruction à Paris, puisque les plaintes ont été déposées à Paris, a été désigné très récemment, là. En revanche, et ça, je le souligne, c'est important parce que je comprends que vous vous inquiétez du secret de l'enquête. L'enquête judiciaire n'a pas démarré. Donc, il n'y a pas de problème concernant... Ouais. À nos informations, nous, d'après ce qu'on a fait, je parle sous le contrôle de l'administration, hein, il y a un juge d'instruction qui a été saisi. Qui a été désigné. Il n'a pas démarré le travail de l'information judiciaire et de l'enquête. Il est ouvert. Donc voilà, c'est ça. Fait, de mon cours de droit pénal de 2e année et 4e année en procédure pénale, du moment qu'un juge d'instruction est saisi, on va dire que l'information judiciaire est ouverte. Voilà, donc à partir de là... Non, excusez-moi, on a revérifié avec notre avocat. Elle n'a pas du tout Je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là pour évoquer, parce que voilà, je tiens à la séparation des fonctions qui est important. Voilà. Mais la question, elle portait sur le contenu de votre plainte, donc on veut bien que vous les détailliez, s'il vous plaît. Merci. Alors, excusez-moi, parce qu'il y en a une liste d'infractions longue comme le bras. J'ai besoin de mes documents. La première plainte au pénal qui date donc de février, donc très 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 rapidement. Les 9 infractions, je vais essayer d'être rapide parce qu'il y en a 9, et ensuite je passerai à la plainte avec constitution de partie civile. En fait, ce sont essentiellement des infractions, on l'a dit, à la directive eau, qui est quand même très très limpide. Hein. Elle est très très claire sur ce qu'on peut faire et ne pas faire concernant les eaux en bouteille. Elle est très claire sur les responsabilités des entreprises, mais également des autorités publiques. Les 9 infractions relevées par Foodwatch, donc à la directive européenne sur les eaux minérales, au code de la consommation et au code de la santé publique, les voici. Alors, utilisation de produits et procédés de traitement qui modifient la composition de l'eau dans les constituants essentiels. Et en l'occurrence ici, on le sait, ils ont eu recours à des systèmes de traitement de l'eau tels que des filtres à charbon, des filtres UV. Ils ont rempli de l'eau avec de l'eau du robinet. C'est tout simplement interdit. Ça, c'est la première infraction. La deuxième, information fausse et de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles du produit. Là, on est carrément dans le code de la consommation. Les entreprises, on le sait, se sont bien gardées d'informer les consommateurs, les distributeurs aussi, et les autorités européennes, tout en continuant à commercialiser leurs produits. Il y avait une obligation, hein, attention, dès lors qu'il y a un problème sur la chaîne, c'est très très clair à l'article 5 de la directive, il faut cesser toute commercialisation, toute production. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, on le sait. Ensuite, infraction 3, tromperie quant aux qualités substantielles d'une marchandise en dissimulant leurs pratiques illégales. Les entreprises se sont adonnées à de la fraude. J'ai évoqué les 4 caractéristiques typiques de la fraude. Ici, donc, en soulignant l'intentionnalité et le fait que cette pratique illégale leur rapportait beaucoup d'argent. Mediapart a évoqué plusieurs milliards d'euros. Infraction 4, non-conformité. Portant sur une qualité substantielle du produit, l'eau minérale naturelle devait présenter des problèmes microbiologiques, puisqu'elles ont été traitées, mais lesquels, pour que les entreprises décident de tricher et de recourir à ces filtrations interdites. Ce faisant, elles ont modifié la qualité substantielle des eaux minérales. Infraction 5, falsification des boissons destinées à être vendues. C'est une fraude massive, là aussi. 6, absence de mention des traitements sur l'étiquetage de l'eau. Évidemment, ils se sont bien gardés d'informer les consommateurs. Voilà. 7, modification de la composition analytique de l'eau minérale. Lorsqu'il est constaté, et là j'insiste, c'est l'article 5 de la directive eau européenne 2009, qui dit que lorsqu'il est constaté en cours d'exploitation que l'eau minérale naturelle est polluée et ne satisfait plus aux caractéristiques microbiologiques prévues donc à l'article 5 de cette directive, eh bien, l'exploitant est tenu de suspendre sans délai toute exploitation, en particulier l'opération d'embouteillage, jusqu'à ce que la cause de la pollution soit supprimée. Ce n'est pas du tout là non plus ce qui s'est passé. Or, dès la première constatation de pollution de leur source, Nestlé Waters, mais aussi le groupe Source Alma, auraient donc dû interrompre sans délai l'exploitation et la commercialisation de leurs eaux. Là, la directive, elle est absolument limpide. Infraction 8.
absence d'information du ministère chargé de la santé. Nestlé était obligé en fait de faire remonter, ça c'est la loi, de faire remonter l'information. Elle aurait prévenu Bercy, on le sait, grâce à des journalistes d'investigation, lors d'une réunion qui était quand même confidentielle, qu'elle filtrait son eau. Ni Nestlé Waters ni Source Alma n'auraient informé le ministère de la Santé, ce qui est quand même une obligation. Et le ministère de la Santé se devait ensuite d'informer la Commission européenne. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé non plus. La Commission européenne, les yeux dans les yeux, nous a dit nous, on a tout appris par la presse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont donné une suite favorable à notre sollicitation et diligenté immédiatement l'audit et accueilli avec intérêt tous les documents que nous leur avons fournis. Le ministère de la Santé, je l'ai dit, n'a pas été informé de ces agissements. Si ce n'est jusqu'à la dénonciation par un salarié, on le sait, du groupe Source Alma, auprès de la DGCCRF. Les entreprises se sont bien attachées à dissimuler évidemment toutes leurs pratiques. Dernière infraction, c'est la 9e. Absence d'information, je l'ai dit, de la Commission européenne et des États membres. Je sais qu'il vous intéresse de savoir ce que la France aurait dû faire. J'ai aussi une belle longue liste de choses qui n'ont pas été faites et que je vous développerai ultérieurement. La France n'a informé ni la Commission européenne, ni les autres États membres de la non-conformité de ces eaux en bouteille, commercialisées donc par Nestlé Waters et Source Alma. Aucune information à ce sujet n'est disponible non plus sur les réseaux d'alerte européens qui s'appellent RASFF, ni même sur celui, on a bien vérifié avec les autorités européennes, relatif aux fraudes qui s'appelle le EU Agri-Food Fraud Network, le FFN. On aura la commission devant la commission d'enquête aussi. La Commission européenne, pardon, pas la Commission. Européenne. On aura la Commission européenne devant la commission d'enquête aussi pour rendre compte de tout ça. Ça, ce sont les 9 infractions pénales. Un point sur Source Alma, parce que vous disiez qu'une enquête était ouverte, qu'un juge d'instruction avait été désigné dans le cadre de Nestlé. Est-ce que sur Source Alma, vous avez des nouvelles de votre plainte ou pas ? Alors notre compréhension, c'est ce qu'on a compris avec l'avocat, c'est que le juge d'instruction qui vient d'être désigné va traiter de nos 2 plaintes. Nos 2 plaintes avec constitution partie civile qui ont été déposées en septembre dernier. D'accord, très bien. Peut-être juste... Oui, je vous en prie. Oui, peut-être juste, question d'ailleurs pour vous tous, qui êtes peut-être et les uns et les autres dans des réseaux européens d'associations. Est-ce que ce que nous rencontrons en France dans ce scandale Nestlé Waters, c'est des choses que vous avez observées ailleurs, ou est-ce que vous avez été... Voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres cas dans d'autres pays européens de problèmes liés aux eaux embouteillées, aux eaux minérales, avec des sujets de même nature ou même de nature différente, mais qui ont touché les embouteilleurs, les uns et les autres. Voilà. Vous pouvez faire les remarques sur la procédure et puis après, les autres répondront là-dessus. En fait, c'est plutôt un éclairage un peu générique. C'est-à-dire que nous, on avait choisi d'attendre le rapport de l'IGAS qui était sorti en juillet pour porter plainte. Parce qu'on avait été auditionné par l'IGAS, on savait qu'il y avait un rapport de l'IGAS, on se dit on va voir ce qu'ils disent. Et on a fait une plainte contre X, alors en citant Nestlé, donc Nestlé dans notre plainte, mais contre X. Pourquoi ? Parce que 30% des volumes, selon l'IGAS, seraient concernés. Donc du coup, 30%, a priori, ça dépasse Nestlé. Donc X, ça veut dire qu'il y a potentiellement plusieurs entreprises. C'est ça le sens de notre plainte pour l'instant. Et ensuite, mon autre commentaire, c'est de dire, alors c'est vrai que nous, on intervient dans beaucoup d'affaires avec des préjudices conso. C'est vrai que d'habitude, on a plutôt un terrain civil pour 2 raisons. D'abord parce que c'est quand même la voie civile, notamment avec l'action de groupe, qui est privilégiée pour recouvrer le préjudice. Au pénal, les gens peuvent se joindre, mais au mieux, ils seront quelques milliers, ce serait déjà beaucoup. Or, potentiellement, ils étaient bien plus nombreux. Donc c'est vrai que c'est la voie civile qui permet de recouvrer le préjudice. Et puis, une autre remarque, en lien avec les questions de CGIP, c'est qu'en fait, au pénal, c'est le ministère public qui a la main. C'est le parquet, c'est le proc. Alors, il peut être très très à l'écoute des parties civiles, mais c'est quand même le ministère public à la main, alors qu'au civil, c'est l'affaire des parties. Donc, si la CLCV fait une action civile, c'est elle qui décide de ce qu'elle fait. Là-dedans, pour autant, pourquoi c'est une affaire qui est finalement importante au pénal ? C'est parce qu'au civil, alors, on se réserve tout à fait le droit de faire une action de groupe dans ces affaires-là. Je le précise bien for the record. On se réserve le droit. C'est pas évident. C'est pas évident parce que ça tombe dans une case qui est pas facile pour l'action de groupe. C'est que, supposons, on fait l'action de groupe et on gagne.
Mais à la fin, c'est ce qu'on appelle un opt-in, c'est-à-dire que les consommateurs vont devoir prouver qu'ils ont eu ce préjudice. Alors, quand c'est sur un crédit bancaire, comme on l'a eu pour des affaires, on va dire, ça se prouve facilement. Quand vous êtes abonné à un fournisseur d'énergie, c'est facile. Là, il faudrait que les gens ramènent leur facturette pour dire j'ai acheté la bouteille Nestlé et compagnie. Voilà, c'est pas évident. Alors, j'exclus pas qu'on le fasse et qu'on trouve des moyens créatifs, mais c'est pas simple. C'est pour ça qu'au pénal, du coup, c'est quand même beaucoup au pénal que ça soit réglé, surtout que c'est quand même fondamentalement une tromperie et qui est assez choquante. Ensuite, sur toute la planète accord transactionnel, je ne vais pas rentrer dans le détail, CJIP, tout ça, peu importe. C'est vrai que ça s'est beaucoup développé en France, que ce soit sur préjudice écologique ou sur les préjudices conso. Il faut quand même comprendre, en pratique, la DGCCRF, qui en département travaille avec, c'est la DPPP qui travaille avec les parquets, elle est saisie. Grosso modo, les parquetiers sont inondés de dossiers, ils ont énormément de travail. Il faut quand même rappeler, parce que c'est la cause principale, c'est que je ne suis pas du genre à dire qu'il faut toujours plus d'argent public, hein, tout le temps. Mais le service public de la justice est complètement dénué en France. Oui, pardon, juste pour revenir au cœur, parce qu'on a le temps court et donc je ne veux pas. Et donc c'est logique. Une surprise quand même dans ce que vous nous dites, c'est que vous nous dites que vous êtes entendu dans le cadre du rapport IGAS de 2022, qu'à partir de là vous connaissez les faits. Et ma surprise, c'est pourquoi vous faites le choix de ne pas vous-même révéler ce qui est en train de se jouer chez les industriels, si vous êtes au courant depuis 2022. Non, c'est un rapport IGAS, qui était... Non, là on parle du rapport IGAS qui était... Oui, il a été publié cet été. Ah oui, d'accord. Il était publié cet été. Ce que vous m'avez dit, j'ai été entendu dans le cadre du rapport IGAS. Oui, mais on l'a entendu au cours du printemps de l'année dernière. Bah alors là, je comprends pas, parce que le rapport IGAS, il est rendu en... Alors, je veux pas mentir, parce que c'est à peu près ça. Le rapport d'IGAS, il est rendu en 2022. Donc, si vous êtes entendu l'année dernière, c'est qu'il y a un... Nous, en tout cas, on attendait la publication du rapport IGAS. Alors, on était peut-être entendu plus tôt, ça, j'en sais rien. Donc là, on a dit ce qu'on avait à dire. Mais en tout cas, le rapport IGAS, on en a pris connaissance en juillet. D'ailleurs, il était sorti en catimini. C'était au moment de la période des élections, là. Vous savez, il est sorti en catimini sur le site. Oui. Alors, quand c'est qu'on a entendu précisément, ça, je me souviens plus trop, je ne vais pas mentir. Mais là, de toute façon, on n'avait pas les infos. Ce qu'on attendait, on n'avait pas l'info de l'IGAS. C'est-à-dire que l'IGAS, les 30% de volumes qui sont concernés, ça, c'est le rapport qui a été mis en ligne cet été. Oui, bien sûr, mais quand vous êtes entendu... Si vous êtes entendu, est-ce que vous êtes entendu dans le cadre de ce même rapport qui a été publié cet été? Donc vous êtes entendu avant 2022, si je comprends bien, parce que le rapport, en fait... Alors je ne crois pas, mais peu importe. Juillet 2022, Monsieur Ledors, achevé juillet 2022. Et donc, dans ce cadre, vous êtes entendu forcément avant juillet 2022. Oui, c'est possible. Ouais. Et je voulais savoir quelles étaient les questions qui vous ont été posées par l'IGAS. C'est les questions génériques. Non, c'est les questions génériques. Pour vous dire, d'ailleurs, ils avaient pas mal de questions sur l'eau du robinet, parce que les autres sujets de protection de la ressource, des métabolites et compagnie, même ils nous demandaient si on comptait attaquer l'État sur ce type de responsabilité. Donc, c'était pas très, très précis sur cette partie-là. D'accord. Bon, j'en reviens aux comparaisons internationales, si vous avez des retours et les uns et les autres à faire. Pardon. Pour compléter... La question à M. le rapporteur, par rapport, comme vous avez un peu hésité entre 2022 et 2024, moi, ce que je vous propose, monsieur, c'est que vous puissiez, par écrit, nous faire part un peu, parce que c'est vrai que la mémoire, elle peut flancher, moi, je n'est pas là. Si vous vous rappelez que vous confirmez par écrit les dates en 2022 et peut-être en 2024, pour que ce soit clair, pour qu'après, vous ne vous retrouvez pas gêné par rapport, je préfère, comme ça. Mais je comprends très bien que des fois, on ne se souvient pas. Déjà, on ne se souvient pas des fois d'avoir la veille. Alors, en 2022, ça peut être aussi... On peut se tromper, voilà. L'application, c'est cet été. Ça, oui, mais là, on est d'accord. Là. C'était par rapport à 2022, où la question du rapporteur était également pertinente. Moi, j'ai une question. Bon, dans ces affaires-là, il n'y a que l'ARS Grand Est qui a enclenché un article 40. Quelle est votre réflexion? Pourquoi les services concentrés de l'État, je pense à IGAS ou des DGCRF, n'ont pas fait un article 40? Je sais pas, pose la question après. Est-ce que vous, par rapport à l'expérience que vous avez sur d'autres faits, est-ce que il aurait pu y avoir un article 40 de ces structures-là? C'est pour notre culture générale, juste.
Alors moi, je m'apprêtais à répondre sur la question, l'angle européen, mais évidemment, Allez-y, monsieur. l'alerte est obligatoire. Allez-y, madame. En fait, c'est pour ça qu'on questionne l'opacité. En fait, l'opacité qui nuit à la confiance que les consommateurs peuvent avoir aujourd'hui. C'est le rôle. La protection des consommateurs, elle est très 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 bien prévue dans les textes européens. On le sait depuis justement le scandale de la vache folle, depuis le règlement 178/2002. Mais elle marche sur deux jambes. Elle repose à la fois sur la responsabilité qui porte sur les entreprises et sur les autorités publiques qui doivent s'assurer que les entreprises respectent la réglementation. Or là, ça n'a pas du tout été le cas. Mais nos autorités publiques étaient au courant et n'ont pas agi, n'ont pas signalé, n'ont pas enclenché de procédures, n'ont pas informé les consommateurs, n'ont pas informé l'Europe, n'ont pas informé les autres États membres. Donc, et pour vous, avec l'expérience que vous avez, pourquoi? Et j'espère que le juge d'instruction ira jusqu'au bout de cette affaire. Est-ce que vous, mais ça parle du juge d'instruction, vous qui avez l'expérience, pourquoi est-ce que c'est pour... Alors je vais vous dire ce qu'on constate par depuis... rapport à le côté industriel, par rapport au côté politique, par rapport... Voilà, je sais pas, pour des questions. En fait, c'est une très bonne question. Malheureusement, ce n'est pas le premier scandale sur lequel Foodwatch travaille. On constate quand même qu'on est toujours dans un scénario extrêmement comparable, quel que soit le scandale sanitaire. On est souvent en mode pompier, il faut le dire. On réagit plutôt que d'être en mode préventif. Or, la réglementation oblige les autorités, mais aussi les entreprises, à prévenir plutôt que guérir. Donc, on a des problèmes dans le système qu'il faut sérieusement questionner. Ensuite, on voit quand même que le gouvernement fait souvent le choix de l'opacité dans le cas des fraudes. Pas toujours, parce qu'en fait, il a quand même été contraint de communiquer à l'époque du scandale de la viande de cheval. Souvenez-vous, c'était il y a une douzaine d'années. C'est un peu un scénario similaire. On nous dit que ces eaux en bouteille, si elles ont été filtrées, elles ne nous exposent pas à un danger pour la santé. Les lasagnes à la viande de cheval non plus. On n'en mourrait pas, souvenez-vous. Et pourtant... les autorités européennes, à l'époque le commissaire européen, mais aussi le gouvernement français, ont fait le choix d'être quand même un peu plus transparents et ont fait le choix d'informer les consommateurs. Donc l'opacité est un choix politique, monsieur le sénateur. Et donc on a un problème de manière générale sur ces fraudes, ces tromperies et surtout les scandales. Il est impossible pour nous d'avoir accès à l'information. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Foodwatch est allé jusqu'à la Commission européenne, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à avoir des réactions du gouvernement. Et pourtant, je peux vous dire qu'à la fois dans les médias français, mais aussi du monde, on a été sollicité par les médias du monde, cette affaire intéresse et interroge. Et les consommateurs sont laissés dans le flou, et c'est ce qui est inadmissible. Ensuite, je ne sais pas si vous voulez des informations sur l'Europe. Il y avait M. Rico, peut-être qui voulait répondre, après on reviendra au droit européen. M. Rico, merci, Monsieur le Président. Alors, sur l'article 40, mais avec beaucoup de précautions, me semble-t-il, il me semble que l'article 40 est sollicité par une administration ou tout fonctionnaire en exercice dans la mesure où il n'est pas dans la compétence de judiciaire. C'est-à-dire que les ARS n'ont pas forcément, alors maintenant c'est vrai que c'est un petit peu croisé, mais je ne pense pas que les ARS aient des compétences sur le code de la consommation a priori. Donc dès l'instant où on n'a pas une compétence, on fait un article 40 pour activer le procureur de la République qui lui après retransfère les informations aux services compétents. Voilà. Alors pour l'eau, c'est encore très particulier de mémoire, mais sous réserve. Effectivement, au niveau du Code de la consommation, le Code de la consommation prévoit que dès l'instant où l'eau a été mise en bouteille, à partir de l'eau en bouteille, les services de la DGCCRF sont compétents. Si c'est avant, c'est l'ARS qui est compétente. Je parle toujours avec beaucoup de réserve. Le droit évolue beaucoup. Ne m'en veuillez pas, mais a priori, c'est un petit peu ça. C'est comme lorsque les vétérinaires s'occupent de la viande sur pied, et une fois qu'elle est abattue, elle peut appartenir à plusieurs compétences d'administration. Ensuite, le CNAFAL a fait le choix qu'on appelait ça d'un dépôt de plainte contre X également, et contre Nestlé sur l'embouteillage. Alors, je précise quand même que le choix de partir au pénal permet quand même d'avoir des investigations que des associations de consommateurs ne peuvent pas faire. C'est normal. Et donc, à partir de là, de plus, c'est public.
Et le pénal permet effectivement après de se constituer partie civile, à la fois à l'avantage des associations de consommateurs et des victimes. Sur l'action de groupe, nous avons été tous, je crois, on a eu des auditions sur le bilan de l'action de groupe. Pour l'ULCC, nous ne sommes pas très favorables à l'action de groupe, d'une part parce que ça demande des moyens de juristes, et ensuite les associations de consommateurs, a priori, mais j'en suis sûr, ne peuvent pas bénéficier de dommages et intérêts. Seules les victimes peuvent en bénéficier. C'est pour ça qu'en ce qui nous concerne, bon, après on n'est pas partagé dans les associations. D'ailleurs, le nombre d'actions de groupe ne sont pas extraordinaires, à mon sens, puisque c'était le bilan qui avait été fait au Sénat. Je crois que c'est le Sénat qui nous avait auditionné. Voilà. Peut-être qu'on va revenir, ce que j'ai souhaité, comme c'était sur la même question, puis vous souhaitiez, Madame Graal, intervenir par rapport au rapporteur, par rapport au droit européen. Oui, c'est les exemples européens. C'est très très important. Comme je vous l'ai dit, en fait, cette affaire ne se limite pas au tribunal d'Épinal. Vous l'avez compris, elle est nationale, mais mondiale. Tous les médias du monde entier nous regardent, en fait. Et comment est-il acceptable qu'on ait laissé passer une affaire pareille? Alors, je vous l'ai dit, on a écrit très tôt, nous, après les révélations à la Commission européenne. J'ai le courrier sous les yeux. Et après, je vais vous dire ce qui s'est passé, puisque Foodwatch étant européenne, j'ai questionné mes collègues pour voir comment on a vécu cette histoire avec les mêmes entreprises, Nestlé partout. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, la Commission européenne, quand elle nous répond, je vous rappelle, on leur avait demandé d'organiser à la fois un SCOPAF, comité d'experts, on leur avait demandé un audit tout de suite des autorités françaises, et on leur avait demandé de vérifier si finalement la France respectait les réglementations européennes. C'est le rôle de la Commission de s'en assurer. Et clairement, tout ce qu'elle nous a dit, elle nous reliste les directives qui s'appliquent. Elle nous a dit l'autorisation de nouveaux traitements pour les eaux minérales naturelles ne relève pas des attributions des autorités compétentes des États membres. Je le souligne parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. La France a totalement ignoré la directive européenne et décidé dans son coin, finalement, d'autoriser des microfiltrations qui ne sont pas prévues par la directive. J'ai ressollicité, puisque je savais que je venais ici, la Commission européenne, pour être bien certaine, vous avez lu comme moi l'article de Mediapart de la semaine dernière qui évoque ce problème de microfiltration. J'ai ressollicité nos interlocuteurs à la Commission européenne en leur disant, mais finalement, cette histoire de microfiltration, est-ce que vous avez émis un avis scientifique? Est-ce qu'on a quelque chose d'un peu costaud, un peu juridique, un peu scientifique? Est-ce que vous avez validé le choix de la France d'autoriser des changements de seuil de microfiltration? Eh bien, j'ai la réponse là. Je vous la lis. Non, je vous la dis par cœur, parce qu'en fait, ça tient en une phrase. La réponse est non. La Commission européenne n'a pas... Alors, vous la connaissez par cœur, c'est bien, mais par contre, on aimerait bien avoir le document. Je vais vous la retrouver, je vais vous la lire. Alors, concernant les autres pays de Foodwatch, on aime bien ce qui est écrit sur le document. Je vous l'ai par écrit là, je vous l'enverrai avec plaisir. Elle date de ce matin. Cette information, c'est très important parce qu'en fait, Mediapart dit que la France a décidé au doigt mouillé. On a quand même l'impression, et on sera ravis quand le juge d'instruction s'y penchera, que c'est un peu ça qui s'est passé en fait. Et la Commission européenne nous a confirmé qu'eux n'avaient pas émis d'avis ni de recommandations à ce sujet. Donc ça va être intéressant de voir. Dernière chose sur la Commission européenne dans le courrier, elle nous dit, parce que je rappelle qu'on est là, nous, pour défendre les consommateurs, elle nous dit, nous partageons entièrement votre point de vue sur le droit à la transparence. Parce que c'est vraiment ça qui est au cœur de cette affaire. Tout ça a été quand même très, très, très opaque et elle est encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, nos autorités en très haut lieu, les hauts fonctionnaires, continuent de se réfugier dans le silence. Il est de la plus haute importance de veiller à ce que les consommateurs reçoivent des informations claires et fiables, en particulier sur les questions relatives aux denrées alimentaires qu'ils consomment et à l'eau qu'ils boivent. L'Union européenne a mis en place des règles visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs, à protéger les consommateurs contre toute tromperie, à garantir la loyauté des transactions après non-respect des règles, etc. Enfin voilà, je vous le transmettrai évidemment. Il est signé de la commissaire à la santé donc de l'année dernière, donc avant. Très bien. Si vous pouvez nous le traduire. Vous avez cité Madame des hauts fonctionnaires. Alors, comme j'aime bien, les membres de la commission savent que j'aime bien être précis. Est-ce que vous pouvez préciser au moins le service, ça en donner des noms, mais parce que voilà, il faut du moment qu'on dit des hauts fonctionnaires, c'est un peu flou. Quand c'est flou, et nous, en commission d'enquête, on aime bien
être plus précis. Donc, vous avez dit des hauts fonctionnaires. Est-ce que vous pouvez préciser les services concernés? Je ne demande pas peut-être les noms, mais au moins les services. Ça nous donne des pistes de réflexion. Alors, je précise que chez Foodwatch, on évite de coller des étiquettes et d'être caricatural pour avoir beaucoup travaillé avec eux ou observé leur travail. Pour la commission d'enquête, on essaye d'être factuel, soyons factuels. Le plus juste possible, le plus clair possible. Oui. Donc, du moment qu'il y a quelque chose qui est un peu flou, il faut le préciser, voilà. Ou alors le retirer. Voilà. Non, je ne retire rien. En introduction, nous voulons saluer, parce que nous observons, étant une organisation internationale, la qualité des services des autorités de contrôle, des laboratoires en France. On peut le dire franchement, le niveau par rapport à beaucoup d'autres niveaux d'autres pays européens est excellent. Il y a une expertise, il y a un vrai dévouement d'énormément de fonctionnaires qui travaillent à protéger les consommateurs et les citoyens. Je tiens à le souligner. Cependant, j'introduis une nuance, et on le sait malheureusement, et on l'a appris par la presse et par des informations qui nous sont parvenues, et notamment des lanceurs d'alerte. On le sait que ces petits accords entre amis ont fait l'objet de transactions par le biais de réunions confidentielles. Excusez-moi, mais petit accord entre amis, il va falloir nous préciser quel accord et quel ami. Voilà, du moment quand même, il faut être précis. Voilà. Alors, je n'ai pas la plainte sous les yeux, mais clairement, rappelez-vous, la presse, Le Monde et France Info. La presse, c'est vous. Du moment que vous avez dit petit accord entre amis, quels sont les surtout les amis, et surtout, je reviens à ma question initiale, vous avez parlé de hauts fonctionnaires, quels services concernés? Alors, je n'ai pas la liste détaillée, mais clairement, le ministère de l'économie, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé étaient informés. Les citoyens ne l'ont jamais été, la Commission européenne non plus, les autres États membres. Donc, voilà, dès lors qu'il y a une information en haut lieu et qu'il y a visiblement une opacité qui a été décidée, il va falloir... Par rapport à ces ministères, vous ne précisez pas le ou les services concernés. Parce que le ministère, c'est large. Quand vous allez à Bercy... Alors non, je suis désolée, je n'ai pas la liste détaillée là sous les yeux, mais je vous la fournirai avec plaisir dans le document. Ça serait bien que vous puissiez nous la fournir par écrit, parce que voilà, nous on me demande de la précision. C'est pas, monsieur le rapporteur, pour essayer d'être plus avec plaisir, possible. On a documenté. Et le plus sénatorial, c'est-à-dire le plus impartial, juste, mais aussi peser nos mots. Alors, voulez-vous que je vous dise rapidement ce qui s'est passé dans les autres pays où Foodwatch est présent? Il y a Mme Gull qui va vous poser des questions aussi. Foodwatch en Allemagne l'affaire a eu un énorme écho dans les médias. Vous retrouvez de l'eau de Perrier sur les tables des restaurants de Berlin, par exemple. Donc, les eaux sont largement consommées là-bas. Le public a été très sensible aussi à la question. Qu'ont fait nos collègues? En fait, ils ont sollicité évidemment Nestlé pour avoir des réponses et les autorités allemandes. La réponse qu'on leur a faite est, en l'absence d'une notification RASFF, je rappelle qu'il s'agit du réseau européen d'alerte, qui fait remonter toutes les notifications de la part des États membres qui doivent informer les autres États membres. Il y a une obligation d'information dès lors qu'il y a des non-conformités ou des suspicions de fraude, j'insiste, même des suspicions. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait la démonstration, mais dès les suspicions. Or, l'Allemagne, ce qu'ils ont communiqué à nos collègues, c'est qu'en l'absence de notification RASFF de la part de la France vers les autres États membres, finalement, ils avaient le pieds et mains liés. Ils ne pouvaient pas agir, en fait, sur les retraits-rappels des produits. Oui, pardon, mais juste au-delà des retraits-rappels des produits Nestlé fabriqués en France, ma question, c'était plus... Est-ce qu'il y a des minéraliers à l'étranger, en Europe, vu que vous êtes aussi dans ce réseau européen, pour lesquels on a connaissance de tels scandales, fraude aux consommateurs et potentiellement sanitaires? Alors j'ai un bout de réponse. On sait qu'il y a eu cette réunion SCOPAF, donc les experts des États membres, en avril de l'année dernière suite à notre demande au niveau européen. Et nous avons rencontré la Commission européenne, les juristes, les spécialistes de la fraude dès mai, en fin mai. Et donc, on leur a demandé ce qui s'est passé, puisque ces réunions SCOPAF avec les experts des États membres, échapeautées par la Commission européenne, qui nous a clairement fait comprendre que l'affaire française a provoqué un énorme froid au sein de tous les États membres européens, parce qu'ils se sont rendus compte que si la France avait ce problème, forcément, eux l'avaient aussi.
Donc ça a déclenché énormément de contrôles, énormément d'enquêtes. On sait, par exemple, que la Belgique est sur quelque chose. On sait qu'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte pour des sources Nestlé, notamment en Suisse. Et il y a d'autres pays qui sont concernés, mais évidemment, on n'a pas accès aux informations qui sont très secrètes. Mais oui, je vous confirme qu'effectivement, il y a d'autres sources concernées et d'autres pays se sont énormément affolés de ces révélations. Nous, c'était simplement pour dire qu'on est membre du Bureau européen de l'Union des consommateurs, donc la Fédération européenne des associations de consommateurs. Et en fait, non. La seule chose, c'est qu'on a fait, notre Bureau européen et un nombre important d'associations de consommateurs, on a fait une plainte à la Commission, ce qu'on appelle une plainte CPC, c'est au réseau européen, la DGCRF, sur les eaux en bouteille, mais c'est sur le greenwashing. Voilà, mais pas là-dessus. D'accord. Donc, notre collègue Madame Gull, je vous laisse la parole, cher collègue. Alors peut-être je me permets, si vous voulez bien, de rectifier un élément qui a été dit, puisque l'un de vous a dit que l'IGAS mentionnait le fait que toutes les marques d'eau minérale avaient triché. C'est faux, l'IGAS dit exactement que 30% des eaux minérales de plusieurs marques ne correspondent pas aux arrêtés préfectoraux qui sont pris. Et donc c'est ce décalage-là entre la réalité administrative et la réalité physique qui est pointé. Donc c'est pas tout à fait la même chose de dire que toutes les marques d'eau minérale trichent et opèrent des tricheries, sachant que depuis quelque temps, la tricherie en question, c'est bien de faire des traitements non autorisés. Donc voilà, je redis ça parce que il ne faudrait pas non plus que les consommateurs perdent toute confiance en toutes les entreprises et tous les minéraliers et toutes les eaux minérales. Sans doute que certaines d'entre elles font très bien leur travail. Voilà, je voulais juste dire ça parce que souvent on reprend cet élément de l'IGAS et on le reprend un peu à tort. En tout cas, ils ont eu l'occasion de nous le préciser à de multiples reprises, donc je me repermets de le préciser ici. Alors, moi je voulais également rajouter que la CGIP dont vous parliez n'a pas été au départ conçue pour les fraudes environnementales. Je le dis aussi parce que c'est ce qui a été dit. Elle a été conçue initialement pour les fraudes fiscales et elle a été modifiée 4 ans plus tard. 2016, elle a été conçue pour les fraudes fiscales et modifiée en 2020 pour intégrer également les délits environnementaux. Et là, dans l'affaire Nestlé Waters des Vosges, c'est le délit environnemental d'exploitation de sources non autorisées par la préfecture qui est le délit environnemental qui emmène avec lui le délit pénal par connectivité et qui du coup donne lieu, vous l'avez dit, à 2 millions d'euros d'amende. Enfin, c'est pas tout à fait une amende, mais à 2 millions d'euros je ne sais pas comment on appelle ce montant dans le cadre d'une CGIP, mais on va dire 2 millions d'euros d'amende dans le cadre de cette CGIP qui représente 1% du chiffre d'affaires de Nestlé, sachant que ça pourrait être dans le cas d'une fraude, 30% du chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, cette CGIP est vraiment, du coup, on peut dire qu'elle est très, très favorable à Nestlé. Ma question, c'est de vos expériences de défenseurs des consommateurs, chacun avec votre identité. Est-ce que le groupe Nestlé est souvent incriminé dans les scandales que vous avez à traiter? Et est-ce que les uns et les autres, alors la directrice de Foodwatch nous a bien expliqué que pour elle, c'était le cas. Est-ce que pour vous, à la CNAFAL ou à CLCV, vous avez eu affaire à de nombreuses reprises ou est-ce effectivement une première pour chacune d'entre vous? Allez-y, je sais pas, Monsieur Rico. Pour le CNAFAL, on a des petits soucis de litige au niveau comment on appelle ça, des litiges pris par rapport à l'eau du robinet. On n'a pas les moyens de faire des analyses d'eau embouteillée. Cependant, au cours de mes recherches, avant-hier, il y avait une affaire, elle date de 5 ou 6 ans, et c'était une CJIP, je crois que c'est une station qui était gérée par Nestlé dans le Nord, où effectivement, il y avait eu, côté accidentel, une pollution d'une rivière, et donc les poissons étaient retournés. Mais voilà, c'est la CJIP que j'ai pu trouver, et en lien avec Nestlé, mais je dis à vérifier de mémoire, voilà la seule chose que j'ai pu trouver. Cependant, sur
sur des affaires de, comme on appelle ça, de tromperie. J'ai retrouvé une décision de 2016 qui est relativement récente. C'est nos amis de Basse-Terre. Il y avait des eaux minérales d'une société qui finalement avait récupéré de l'eau naturelle et avait donc étiqueté a priori eau de source. Donc c'était la DGCCRF avec, je suppose, les services compétents qui avaient mené l'enquête. Ils avaient été condamnés, je crois, en 2016, Cour de cassation crime à 50 000 € d'amende à l'époque. Voilà. C'était pour l'anecdote, mais c'est pour dire que ce n'est pas une première. Et puis, juste rappeler que quand même, je réinsiste sur le service public. Et vous le rappelez, ma chère collègue, c'est qu'effectivement, j'ai vécu la vache folle, la tromperie viande de cheval. Mais sur la tromperie viande de cheval, ce qui était le plus important, à mon sens, sur le plan sanitaire, ce n'était pas la tromperie. C'est qu'en fait, il y avait des chevaux de course qui subissaient des traitements antibiotiques à l'époque, et c'était cela qui était le plus grave. Mais finalement, je vois que la presse est partie plutôt, et puis peut-être les pouvoirs publics aussi, sur la fraude, mais c'est ce qui me gênait le plus, parce qu'on connaît l'autorésistance sur les antibiotiques, et consommer de la viande qui, a priori, est impropre du Canada et de Pologne, si ma mémoire est bonne. Donc c'est ça qui était un peu gênant. Sur Buitoni et Lactalis, c'est plus grave encore, puisqu'effectivement, il y a eu des décès d'enfants. Et ça me touche beaucoup. Et c'est là où on se dit que finalement, au niveau des services publics, peut-être que les services de contrôle ont un grand rôle à jouer. Il ne faut pas diminuer le nombre et les effectifs et les moyens. Et je pense que tout le monde sera gagnant, surtout en matière d'environnement. Où aujourd'hui, dans l'affaire qui nous concerne, Monsieur le Président, on fait quand même état des collectivités qui se plaignent que lorsqu'il y a des entrepôts de captage d'eau minérale, finalement, ça épuise les nappes phréatiques pour la consommation d'eau potable des communes et des collectivités. Donc je crois que ça, vous le savez, hein, moi je ne fais que le repréciser, mais je crois que cette transversalité et les dégâts que ça peut causer. Et puis, bon, je suis l'actualité d'aujourd'hui. Je suis au Sénat et je me permettrai de rappeler que hier, il y a eu un vote à l'Assemblée au Sénat pour dérégulariser, me semble-t-il, les normes environnementales. Et je crois que les générations futures penseront à nous si nous ne faisons rien pour les limiter. Voilà, c'était juste une parenthèse. Je veux ramener tout le monde dans le cadre de notre commission d'enquête. On n'est pas là pour commenter les décisions. Juste peut-être M. Carlier. Juste pour terminer sur... excusez-moi, mais juste pour terminer cette discussion, vous faites donc le parallèle avec, avec la viande de cheval en disant c'est la tromperie qui a été mise en avant et en réalité, il y a un problème sanitaire. Est-ce que vous vous posez cette même question sur la question des eaux minérales actuelles? Alors, moi, je vais être très modeste parce que je ne suis... Rapprochez-vous du micro. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je pensais avoir une voix forte, désolé. Alors, non, je me fie à ce que j'ai pu lire par rapport aux médias Le Monde et Radio France, je crois. Alors, excusez-moi, vous pouvez me rappeler? Non, je disais juste... Oui, ce qui vous a frappé dans le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes, c'est qu'en réalité, on a dit que c'était une tromperie du consommateur. Or, en fait, ce que vous venez de nous dire, c'est au-delà de la tromperie du consommateur, c'était surtout, c'était selon vous, à l'époque, un problème sanitaire, puisqu'on mangeait une viande qui était normalement impropre. Donc, pour faire du parallélisme, mais je ne suis pas dans l'investigation, je m'interroge quand même pour avoir suivi un peu les débats parlementaires de l'IGAS. Effectivement, il pourrait y avoir du viral. Tout à fait. Et a priori, tout le monde s'interroge. Est-ce que le filtre de, je ne sais pas, de tant de nano, machin, peut filtrer les microbes, les viraux? Je me pose des questions. Donc, je me pose des questions. Après, je ne dis pas que les faits sont là ou pas. Voilà. Merci. Non, mais c'était... Merci, bien le parallèle Carlier. que vous faisiez. On n'a pas de procédure en cours contre l'AC, à part celle-là. Y compris sur ces 10 dernières années. Bon, on a une pression sur Volvic, je vous l'ai dit. On a Bjorg sur les gâteaux, par exemple, mais ça n'a rien à voir, mais c'est l'agroalimentaire. Bon, ça n'a pas de valeur statistique très claire parce qu'on est peut-être probablement plus orienté en pratique contentieuse sur les services. Donc ça tient à ça. Donc voilà, on n'en a pas d'autres. Je voulais juste faire quand même ce commentaire sur, vous savez, en gros, les amendes transactionnelles en contentieux conso avec la DGCRF et le parquet, vous savez comment ça finit en général?
là je dis ça de manière très neutre, c'est quelques centaines de milliers d'euros d'amende, et ce qu'on appelle la verrue, c'est-à-dire la publicité de l'amende sur le site internet de la boîte. Alors quand c'est e-commerce, ça leur fait un peu mal. Ça dépasse rarement le million. Je crois qu'il y a eu 6 millions sur la Société Générale il y a un an. Alors ce que je veux dire en fait, c'est que là c'est juste pour vous décrire. Je vous donne même pas mon opinion. À la limite, peu importe. C'est qu'ils l'ont conçu comme ça. Ils l'ont conçu comme un truc. Les parquets sont hyper occupés, donc un peu vite fait, bien fait. On colle une amende, on se met d'accord avec la partie adverse. C'est généralement quelques centaines de milliers d'euros. La publicité sur le site, le communiqué de presse de la DGCCRF qui permet du coup à l'institution, etc., au ministre attaché de dire on agit, parce que du coup ça va vite en fait, c'est ça l'intérêt de l'accord transactionnel. Et ça a été conçu comme ça. Et en fait, ils l'ont pas conçu. Théoriquement, ils pourraient mettre des très grosses amendes. Mais en pratique, oubliez, ça jamais. Ils l'ont pas conçu comme on peut le voir parfois à l'américaine, ou le parquet de New York qui dit vous me faites une amende à 1 milliard. Vous voyez, bon. Ils l'ont pas conçu comme ça. Ils n'ont pas encore fait cette éventuelle mue professionnelle. Voilà un commentaire neutre. Ok, mais écoutez, Rapidement, rapidement. Foodwatch a porté plainte déjà contre Nestlé dans l'affaire Buitoni, à cause de la bactérie E. coli qui a tué des enfants. Ils nous ont habitués à ce qu'on ne puisse pas leur faire confiance, parce que systématiquement, ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'on peut avoir confiance dans la qualité formidable de leurs produits pour les consommateurs. Et ici encore, des consommateurs nous ont partagé les réponses de Nestlé sur l'affaire de l'eau qui finalement se réfugie. En fait, il y a une chose qui nous rend fous. En gros, ils nous disent que c'est pour notre bien qu'ils ont filtré ces eaux, en fait. Parce que justement, elles étaient contaminées, qu'elles contenaient pas mal de bactéries et autres joyeusetés indésirables. En fait, le rapport d'audit européen est très clair. Les milliers de tests dont des personnes avant moi à ce même micro vous ont parlé, qui sont faits en France, sont faits après, à la fin, sur les produits finis. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas mesurer en fait la gravité du risque sanitaire, etc. Donc quand Nestlé & Co nous dit c'est pour votre bien, et vous voyez, il n'y a aucun problème sanitaire, eh bien c'est normal puisque les eaux ont été filtrées à la fin. Donc c'est vraiment très important. Donc oui, nous, on a compris qu'on ne pouvait pas faire confiance à la fois sur Buitoni, où le directeur, dans une vidéo face à face sur le site, a menti. Sur la sécurité sanitaire, ou en tout cas que le juge devra établir. Oui. Monsieur Rico, vous voulez allez-y. En fait, sur le plan du coût, vous le savez tous, l'eau du robinet coûte entre 150 et 1000 fois moins cher que l'eau en bouteille. Alors, si effectivement, vous avez raison, il ne faut pas incriminer tous les opérateurs, c'est pas de bon ton. Incriminer ceux qui fraudent. Mais en attendant, payer de l'eau du robinet dans des bouteilles d'eau, je parle que de la fraude, et si éventuellement il y a des risques sanitaires, je trouve que c'est payer très très cher les bouteilles d'eau embouteillées avec les plastiques et les nanoplastiques. Voilà. Monsieur le Président. Merci. Non, on ne peut pas. Je souhaitais qu'à 18h on arrête, donc voilà, on est un peu tenu. Alors, mais seulement une petite, mais très rapide. Mais n'ouvrez pas un débat, mais n'ouvrez pas un débat. Aussi. À 18h, je lève, donc à vous d'être précis. Parce que vous dites toujours qu'on parle beaucoup de Nestlé Waters. Précis. Ma question, c'est quels sont les éléments que vous avez contre Alma, les éléments que vous portez à connaissance de vos consommateurs contre Alma. Excusez-moi, pour moi, c'est une vraie question en réalité, parce que dans toute la mission que j'ai faite, Alma n'est pas revenu, en fait. Et là, j'entends qu'il y a des plaintes contre Alma et je suis embêtée. Je voulais savoir, à part cette information d'il y a 4 ans, est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui qui pourrait servir à notre rapporteur et à notre président ? 1 minute, pas plus. Alors rapidement, Madame la sénatrice Gull, oui, nous on a eu de nouveaux éléments entre la plainte de février et septembre que nous avons ajoutés à notre plainte de constitution partie civile. Les derniers faits extrêmement marquants concernant Source Alma, on a communiqué, donc il y a des communiqués de presse, c'était dans la presse. Le groupe Alma qui opère dans de nombreux pays, notamment des nombreux pays européens, a trompé les consommateurs en ajoutant du gaz carbonique dans ces eaux naturellement gazeuses et du sulfate de fer pour se débarrasser de contamination à l'arsenic. On a des documents pouvant l'attester et qu'on serait ravis de vous partager, bien sûr. On sera intéressé par ces documents.
tout comme, je me permets de rappeler, on sera intéressé par votre réponse écrite, Mme Graal, parce que vous avez quand même cité des hauts fonctionnaires et des ministères. On souhaitera par écrit que vous précisez cela. Oui. Voilà. Je l'étayerai. Je rappelle que tout ça peut aller était épinglé dans le rapport d'audit européen, mais je vous fournirai bien tout ça. Compte tenu de vos propos, on souhaite que vous les précisez par écrit. Vous pouvez même aller jusqu'à citer nominativement. Ça sera encore plus clair. Voilà. Mais après, c'est dans le cadre du moins que la commission d'enquête, il faut être le plus précis possible. Donc moi, je vous remercie beaucoup, mesdames, messieurs, pour cette audition, et je donne rendez-vous à mes collègues demain matin, puisqu'on a une journée un peu chargée, à 10h30, salle 67, pour pas se perdre, monsieur le rapporteur, pour que vous soyez là à l'heure, sur l'écosystème des eaux dans le Gard. Voilà, donc nous allons aller dans un département que je connais bien.